Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 20 septembre et en ce mercredi, il y a une petite nouveauté dans Béliveau Rencontre. Elle posait tellement des bonnes questions aux 2 semaines que j'en ai parlé avec Mathieu Béliveau puis Annabelle Boyer, puis j'ai dit pourquoi qu'on ne l'inviterait pas à la co-animation aux 2 semaines. Donc, salut Lolita. Salut Jean-Luc. Comment ça va? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de maintenant de co-animer Béliveau Rencontre avec moi. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir dans la grande famille. Puis c'est vraiment, on va avoir beaucoup de plaisir. Puis ce soir, on va accueillir Isabelle Lefebvre. Elle a écrit 3 livres, dont son dernier, C'est quoi ton plan? Vraiment un très bon livre. Puis il y a des post-it aussi. Ben oui, je vois ça. J'aime ça quand je vois des post-it sur mes livres. Oh oui, j'aime ça. Bonsoir Isabelle, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci pour l'invitation. Je suis super contente d'être là. Oui, puis pour dire vraiment toute la vérité en toute transparence, il y a 3 minutes, tu étais encore en webinaire avec des personnes que tu... oui, j'étais dans une autre gang, oui, sous un autre chapeau. Donc, très contente d'être là. Soirée très bien remplie. Oui. Donc, on est diffusé sur ce soir, comme chaque semaine, autant sur les pages Facebook, YouTube, LinkedIn de Béliveau, puis il y a à peu près 8 plateformes différentes sur lesquelles on est diffusé. Demain matin, on va être diffusé sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, iHeart Radio, Balado Québec, Audible et Google Podcast. Et demain soir, vous allez entendre cette rencontre avec Isabelle Lefebvre sur les ondes d'Unicité. Comme tous les jeudis, d'ailleurs, Béliveau Rencontre est diffusé sur Unicité le jeudi à 21h. Donc, ça va passer aussi à la radio. Donc, vous pouvez dès maintenant poser vos questions à Isabelle. Moi et Lolita, on va être les transmetteurs de vos questions. Et Isabelle va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. On va passer une belle heure en sa compagnie. Isabelle, c'est quoi ton plan, ton 3e livre? Oui, il y a des post-it parce que j'ai pris beaucoup de notes, puis il y a des choses qui sont très, très pertinentes dans le livre. Comment il a débuté l'idée de ce livre en premier? L'idée est partie d'où? L'idée est partie, au début, ça finit par faire une trilogie. Je ne savais pas avant de commencer, mais c'est vraiment la boucle qui vient boucler la boucle. En fait, les gens me demandaient, j'ai vécu beaucoup de transformations dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, en affaires. Dans les dernières années, ça a été vraiment très, très riche en très grandes transformations. Et les gens me demandaient comment je faisais. Puis, j'étais sans réponse parce que pour moi, c'était un processus qui était beaucoup plus intuitif, ne sachant pas dans quoi je m'embarquais. Quand on s'embarque dans une transformation, on veut atteindre un objectif, mais on ne sait pas, je ne savais pas que j'avais besoin de me transformer pour atteindre l'objectif en question. Et il y a comme une mécanique qui s'est placée à force de le faire. Et j'aime beaucoup pouvoir prendre un concept que j'ai, puis d'expliquer, de rendre ça très, très concret. Et c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, j'ai eu comme l'inspiration, l'image est apparue. J'ai dit, c'est vraiment ça que je fais. Voici mon processus que j'utilise à toutes les fois que je veux me transformer. Et là, c'est devenu, ça s'est placé tout simplement comme la pyramide stratégique. J'ai commencé à expérimenter la pyramide stratégique, vraiment concrètement, de la présenter à mes clients, puis de dire, regarde, tu es rendu exactement à cet endroit-là dans ta transformation. Tu es en train de me parler de telle chose, mais ça, c'est que c'est rendu au 4e pilier, par exemple, et là, tu es juste au 1er ou au 2e. Et là, ça a rassuré les gens, puis là, ça a comme fait, OK, comprends-tu le chemin qu'on a besoin de faire? Donc, il faut falloir que tu sois patient parce que faut qu'on les monte, nos petites marches, pour se rendre où tu veux aller. Oui. Et quand on écrit ce genre de livre-là, Isabelle, là, c'est quoi le plus grand défi?
C'est quoi le plus grand défi pour mettre au monde ce genre de livre-là? Le plus grand défi, c'est de vivre les livres. Parce que quand on a quelque chose qui n'est pas vécu, on n'est pas capable de l'écrire. OK? Donc, et la vie va apporter des situations pour qu'on vienne justement valider des choses ou vivre le petit bout qui manquait. Puis après ça, pouf, ça débloque, puis on se remet dans l'écriture. Donc, ça, c'est le plus gros défi quand on écrit ce type de livre-là. Puis c'est là qu'on s'amène sur OK, il faut vivre le livre pour l'écrire. Parfait, j'accepte, je plonge et je le fais. Puis tu étais dans le milieu de la santé. Ouais. Tu l'expliques dans ton livre. Tu as décidé du jour au lendemain de quitter le milieu de la santé. Tu en parles ouvertement, puis je peux le dire, tu as perdu du poids, 80 livres, je pense. Oui, là, disons qu'il y a une couple de livres qui sont revenus. Là, les dernières années ont été difficiles. J'ai eu une opération d'urgence. Je me suis fait enlever la vésicule biliaire pendant la pandémie. Et ça a comme tout... Ça a été le début d'autres problèmes. L'élément déclencheur? Non, mais c'était l'élément déclencheur pour reprendre du poids, puis il y a un peu perdre de contrôle à ce niveau-là. Puis bon, le début, la périménopause commence à s'installer. Donc, présentement, je suis en train de réajuster, réaligner tout ça. Mais oui, en 2017, j'ai vraiment maigri de 80 livres. Ça a été une des grosses transformations. Tant qu'à moi, la deuxième plus grosse, la première étant de m'être guérie de l'arthrite rhumatoïde. Oui. Donc, ça a été une quête qui a pris une bonne vingtaine d'années. Aujourd'hui, mon corps porte encore des séquelles, mais il n'y a plus de crise d'arthrite. Je ne suis pas médiquée depuis 20 ans, je pense que je ne suis pas médiquée. On m'avait prédit la chaise roulante à 21 ans. Donc, ça devait être difficile à avaler pour une ex-athlète olympique, hein? Olympique, non. Non, athlète, tu étais quand même une ex-athlète, fait que t'as fait dire que tu t'avais un vide de la chaise roulante. Ouais, moi, je vivais dans les gyms, je jouais au basket, autant la fin de semaine que la semaine. C'était ma passion, c'était ma vie, le sport. Et puis, du jour au lendemain, ça a fini là. Ça a fini là. Puis, ça a été un très, très grand deuil. Et ça a été un deuil difficile à faire. Même l'émotion monte juste à vous dire ça parce qu'à 18 ans, tu arrêtes ta vie alors que tu es censé la commencer. Ouais. Donc, ça vient de changer le parcours complètement parce que là, tu n'es plus en moyen. C'est comme si le char a lâché en sortant du garage. Fait que tu fais quoi? Et c'est une maladie très invalidante qui amène des états dépressifs, c'est de la douleur 24 heures sur 24, donc c'est quelque chose que je souhaite même pas mon pire ennemi. Et pour moi, c'était la quête de la guérison et toutes les alternatives étaient bonnes, donc j'ai expérimenté énormément d'approches. Puis finalement, j'ai découvert que quand on est 100% aligné, 100% assumé, c'est là qu'on est vraiment dans notre essence, on est sur notre X, on rayonne. Et à un moment donné, je me suis dit, tant pis, mon corps, il sera ce qu'il sera, moi, je vais rayonner. Et je me suis alignée sur ce rayonnement-là, sans savoir qu'est-ce qui allait se passer, parce que c'était toute l'expérimentation pure. Et c'est comme ça que tout est revenu dans l'ordre. Et puis, quand j'ai eu à maigrir, c'était la même chose. Je me suis dit, mon type d'alimentation n'est plus aligné. J'ai besoin de changer ça. Puis après ça, j'ai fondu comme la neige au soleil. Toutes mes décisions de vie ont été ça. J'ai déménagé, c'était plus aligné. Je me suis démariée, c'était plus aligné. Donc, ouais, on est démariés. On n'est plus un couple, on est encore une famille. Donc, il y a eu plein de situations de vie comme ça où est-ce que c'est vraiment la plus belle leçon de cette expérience-là. C'est le cadeau le plus mal emballé, mais la plus belle leçon, c'est l'alignement. Et c'est la base, justement, de la pyramide stratégique qu'on retrouve dans C'est quoi ton plan? Donc, ça partit de la maladie et ça finit en, peu importe les objectifs qu'on veut atteindre, c'est toujours la pyramide stratégique qu'on va se retrouver à monter d'une façon ou d'une autre. Et puis, voilà, je pense que ça répond à la question. Puis quand on lit tes 3 livres, je trouve qu'il y a une phrase dans le préambule de C'est quoi ton plan qui te résume, mais parfaitement.
Et je ne te connais pas beaucoup, là, vraiment, mais quand on lit le livre, on se dit qu'on fait ta trilogie. Ça veut dire quand on lit 100% aligné, 100% assumé, tout est possible et transformer votre relation avec l'argent. Et qu'on termine par c'est quoi ton plan, c'est ta trilogie. Tu écris, dans ma vie, on m'a souvent reproché d'être trop intense, d'aller trop rapidement, droit au but et de faire peur aux autres. Que voulez-vous? Je suis une fille d'action et de résultats. Et je trouve Exactement. C'est ça. Je pense que ça résume parfaitement la personne que tu es, puis la personne qu'on apprécie aussi. Oui, vraiment. On découvre, Isabelle, dans ton parcours, que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Oui. Est-ce que tu as su très jeune que tu voulais devenir en quelque sorte entrepreneur en écrivant des livres, en étant publié? Est-ce que ça a été, parce que je sais que tu as une entreprise aussi de coaching? Oui, j'ai une entreprise de coaching, puis je suis aussi cofondatrice d'une école pour former des thérapeutes en relation d'aide. Fait que j'ai plusieurs chapeaux. Pour répondre à la question, oui, en fait, j'ai grandi dans la boutique de produits naturels de ma mère. Donc, j'avais 10 ans à s'élancer en affaires. Et puis, en Abitibi, partir un magasin de produits naturels en 1986, il fallait le faire. C'était très avant-gardiste. Elle voulait qu'on devienne végétarien, puis elle ne trouvait rien pour nous nourrir. Donc, elle dit « let's go ». De là, j'ai grandi là-dedans et j'ai toujours vu ma mère en affaires. Beaucoup de gens, même 4 générations passées, les gens étaient en affaires dans ma famille. Donc, c'était naturel pour moi. Et puis, je me rappelle à 15 ans, je ne pouvais pas aller travailler à la ville parce que je voulais offrir du basketball pour les enfants durant l'été, genre de 40 jours. À l'époque, ça n'existait pas comme ça, mais c'est ce que je voulais offrir. Puis on dit, ça prend 16 ans. J'ai dit, correct, je vais revenir avec un projet. Fait qu'ils ont accepté mon projet. Ils ont dit, on accepte ton projet, tu vas récolter l'argent, tu vas faire tes inscriptions, récolter l'argent, tu vas t'auto-financer durant l'été, mais on te permet d'utiliser les terrains de basketball de la ville, puis d'être vraiment sous notre supervision d'une certaine façon. Ça a été mon premier projet d'affaires. Mon père m'avait aidé à partir de ça. On est allé rencontrer le DG de la ville ensemble, puis j'ai passé l'été à jouer au basket avec les jeunes, puis l'été d'après, ils m'ont embauché à la ville, parce que là, j'avais 16 ans. Ça a commencé comme ça. Oui, c'est ça. Puis j'étais à l'université, j'ai eu ma première entreprise là. J'étais à la maîtrise, puis j'avais un collègue avec qui ça fitait bien. Puis on a dit, OK, on se part une business de programme d'exercice à domicile. Et à ce moment-là, il n'y avait absolument rien qui existait. Et puis, on a défoncé des portes pendant 2 ans avec ça, à s'amuser. Ça a été vraiment une business pour... On est allé à l'école en s'amusant. C'était vraiment apprendre à être en affaires. Et ça a duré 2 ans, cette belle aventure-là. Puis, c'était ma première... On était incorporés, on a tout fait vraiment sa coche. Donc, ça a toujours été là pour moi, le monde des affaires. Puis, j'ai toujours été bien à l'aise avec ça. L'idée de 100% aligné, assumé, 100% assumé, tout est possible, est arrivée à quel moment que tu as eu le déclic de dire, OK, moi, j'écris un premier livre? Ça s'est fait vite parce que j'avais 20 ans, j'étais malade. Je disais à ma mère, OK, je dis, il faut que tu prennes des photos là, de mes mains parce que mes mains, c'est quand même une partie plus visible au niveau arthritique. Et puis, mon but, c'était qu'elle prenne des photos. Puis là, à l'époque, on s'entend qu'on prenait des photos qu'on allait développer au magasin après. Là. Donc là, je mettais mes mains sur la table, puis elle prenait des photos pour que je puisse les mettre dans mon livre plus tard. Le problème, c'est que j'ai perdu les dites photos, mais déjà à 20 ans, dans ma tête, j'allais écrire un livre quand j'allais être guérie. Donc, j'avais déjà cette idée-là. Et quand le livre est arrivé, je ne peux pas dire, j'étais rendue guérie parce qu'en 2014, c'est ça, j'avais vu le rhumatologue puis il m'avait dit toutes tes prises de sang sont belles, on ne voit plus aucun signe d'arthrite dans tes prises de sang, ce qui veut dire que si on compare mes prises de sang avec quelqu'un d'autre, il n'y a plus rien. J'ai fait, OK, maintenant, si on compare mes radios avec les radios de quelqu'un d'autre, on va penser que j'ai 90 ans, mais OK, je vais être capable de dealer avec ce bout-là. Et il m'a dit, regarde, la maladie est inactive. Fait que là, j'ai fait, OK, parfait. Ça, c'est dans ton discours, je sais que tu ne peux pas dire d'autre chose. Dans mon livre à moi, je suis guérie, merci. Et à partir de là, j'étais déjà en ligne comme coach. J'étais plus coach de vie à ce moment-là. J'écrivais des articles de blog.
Puis, à un moment donné, j'ai fait, OK, je suis rendue au livre. Donc, il y a eu beaucoup d'articles de blog que j'ai pris, que j'ai rassemblés dans mon livre et puis que j'ai tricoté autour de tout ça. Donc, le premier livre, c'est écrit sur plusieurs années avec des articles et tout, à même la transformation que je vivais. C'était une transformation beaucoup plus longue, c'était la première. Donc, voilà, c'était le livre qui venait vraiment montrer c'est quoi les étapes de la transformation qu'on doit vivre, c'est quoi les niveaux de conscience qu'on doit passer. Puis, on ne peut pas guérir si on ne lâche pas prise, si on n'accepte pas de laisser aller le passé, puis on ne peut pas guérir si on reste dans le même endroit parce qu'on est tombé malade non plus. Donc, il y a eu plein de choses qui m'ont amené aussi à bouger à travers ça. Donc, c'était pas mal l'état du premier livre, je dirais. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Isabelle Lefebvre, qui est avec nous jusqu'à 21h. Donc, vous pouvez écrire directement dans les commentaires, puis on va lui poser toutes les questions. Puis Isabelle, dans transformer votre relation avec l'argent, est-ce que c'était dans ton entourage que tu voyais que, par exemple, les couples, parce qu'il y a dans le chapitre 4, par exemple, tu parles de comment votre couple définit votre relation avec l'argent, puis tu fais comme un tableau où tu mets les hommes et les femmes qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et tu dis, c'est les 5 besoins fondamentaux de chacun. Mm-hmm. Puis tu sépares entre les hommes et les femmes. Tu dis pour les hommes, par dis-moi exemple... non, t'étais quelle page? Je l'ai dans ma tête, là, mais t'étais à quelle page? 76. OK. Ben non, Isabelle, t'es supposée savoir ça par cœur. Ben non, moi, j'ai pas non, j'ai trop d'informations, j'ai une mémoire sélective. Donc, et je suis bien OK avec ça. Si vous saviez, mes enfants, comment qu'ils savent, c'est toujours non, maman s'en rappelle pas. Parce que je sélectionne qu'est-ce que je me rappelle. Oui, qu'est-ce que ce beau tableau-là? Ce beau tableau-là, il nous vient de Yvon Dallaire, en passant. Oui. Que j'aime beaucoup et que c'est extraordinaire tout ce qu'il fait sur le couple, la relation de couple. Donc, je t'écoute maintenant que je l'ai. Est-ce que tu trouves que les besoins entre hommes et femmes sont différents? Parce que à lire le tableau, on voit que les besoins fondamentaux, des fois, ne sont pas pareils entre l'homme et la femme. Parce que tu dis de l'homme dans le tableau, pour l'homme, il y a la satisfaction des besoins sexuels, une compagne de jeu, une conjointe attirante, la paix, le soutien et la valorisation. Mais pour une femme, ça va être la satisfaction de ses besoins affectifs, un compagnon pour échanger, un conjoint fiable et honnête, la sécurité et l'engagement. Donc, on voit, c'est comme deux choses qui sont un peu comme, pas séparées, mais on a deux visions différentes. On a deux visions différentes. Puis je pense, moi, je suis d'accord avec Yvon Dallaire là-dessus, sinon je ne l'aurais pas mis dans mon livre. Mais oui, je pense que vraiment, puis tu sais, ça devient de plus en plus délicat de séparer la ligne aussi claire entre l'homme et la femme. Donc, on va y aller sur des générations de peut-être 40 ans en montant. Hein, ça va peut-être être plus vrai qu'en bas de 40 ans. Donc, les nouvelles générations d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va être aussi tranchés que ça. Elles sont déjà ailleurs dans leur perception, dans leur vision. Donc, ça risque d'évoluer avec le temps, mais je pense que pendant des générations, oui, ça a été ce qui s'est appliqué. Et puis, je pense que toutes les femmes vont se retrouver beaucoup plus dans ça. Oui. Je pense que la femme a besoin de l'affection en premier lieu avant tout. Et puis, quand ça, c'est là, ben, après ça, on va être capable de rentrer dans d'autres choses. Mais si la femme n'a pas l'affection, ça va être très difficile de satisfaire les besoins de monsieur. Mais après, c'est toute une histoire de complicité, de relations amoureuses. Et c'est un sujet, dans ma liste de sujets potentiels, il y a un livre qui est en train de suivre avant de pouvoir s'écrire là-dessus. Okay. Isabelle, au cours de ton parcours, tu as fait sûrement des rencontres qui t'ont marqué, mais avant même d'avoir écrit tes premiers livres, là, as-tu déjà rencontré une personne qui t'a, je sais pas moi, qui t'a sorti un maxime ou un proverbe ou une chose comme ça, que tu appliques encore aujourd'hui, qui à l'époque t'avait paru important? Tu sais, des fois, des phrases qui ben, pas nécessairement. J'ai-tu rencontré?
rencontré ou lu? Ou, Ben, adolescente, moi, je lisais Mikhail Ivanov, donc grand maître. J'ai encore toute sa collection. Je l'ai depuis que j'étais ado, donc j'avais 14 ans, puis c'est ce que je lisais, mais vraiment comme une éponge. Là. Puis après ça, j'arrivais au magasin, ma mère, je les vendais. Je les avais toutes lues, je les vendais. Puis là, les gens étaient comme, elle est donc bien jeune pour lire ça, mais j'avais tout lu, tout ce qu'il y avait. Ça a été pour moi le personnage, si je peux dire, qui a été le plus déterminant et qui a le plus influencé ma vision des choses, ma vision de la vie. Puis déjà, j'avais des hautes visées de ce que je voulais vivre qui correspondaient avec ce que je lisais, là. Ça n'a pas été une rencontre physique déterminante, mais ça a été une rencontre marquante à travers ce livre. Oui, vraiment. Ouais. Il y a dans C'est quoi ton plan pour te donner où est-ce que j'en suis dans l'entrevue? Oui. Tu as la pyramide stratégique de mémoire avec des piliers. Oui. Puis tu expliques comme quoi que le premier pilier, c'est vivre la crise de la cinquantaine. Pas le premier pilier, là. Oui, premier pilier, vivre la crise de la cinquantaine. T'as un petit peu, là. Vois-tu? Quelle page, Jean-Luc? Quelle page? Oui, j'ai là. 34. Oui, je savais à peu près, tu étais où? Tu vois, j'étais à 31, là, j'étais pas loin. Premier pilier, vivre la crise de la cinquantaine. OK. Ben, vas-y, je t'écoute là-dessus. Donc, la crise de la cinquantaine, est-ce qu'il faut vraiment la vivre? Parce qu'il y a comme... Ben, j'ai pas 50 ans encore. Fait que ça va être difficile de répondre. Mais moi, je l'ai vécu pour le plus jeune que ça, la crise, mais j'ai de plus en plus de clients qui rentrent dans le 45-50 ou plus proche de 50, je dirais. Puis, il y a comme tout d'un coup, là, il y a un bouton panique qui vient d'allumer. Puis là, il faut tout revoir. Et puis, et donc, oui, est-ce qu'il faut la vivre? Non, je pense que ça dépend de notre alignement de départ. Si on est déjà aligné, je pense que les gens qui vont vivre la plus grande crise, c'est des gens qui vont se réveiller à cet âge-là, qui vont prendre conscience que tout d'un coup, il en reste peut-être moins qu'il y en avait. Okay? Quand on réalise ça plus jeune, ben, je pense qu'on va vivre les choses autrement. Moi, j'ai eu ce que j'appelle mon wake-up call à 33 ans. Donc, à 33 ans, le matin de ma fête, je me suis réveillée, j'ai compris que le Christ était mort à 33 ans et là, ça l'a, dans ma tête, là, tout a sauté. Puis là, je suis rentrée dans une rage, mais épouvantable, où est-ce que j'ai comme fait, non, mais je peux mourir aujourd'hui. Et là, j'étais, non, ça ne marchait plus. Là. En bon québécois, ça ne computait plus dans mon cerveau. Et là, je dis ça à ma mère, puis là, tout va bien, t'es mariée, j'avais 2 enfants à ce moment-là, tout était beau, ils sont en santé, j'ai un bon mari, tout est beau. Je dis oui, mais moi, là, je suis faire quelque chose, là. Est-ce que j'ai rien fait? Rien. J'ai fait 2 beaux enfants. Parfait, je vais mettre mon crochet. Là. J'ai participé à la survie de l'espèce. Merci, c'est fait. J'ai fait mon action de femme. OK? Mais moi, Isabelle, qu'est-ce que je devais venir faire ici? Je ne savais pas c'était quoi, mais je savais que je n'avais rien de fait. Puis j'étais enragée de ça. Puis je me suis dit, si je meurs aujourd'hui, je pense que je ne sais pas ce que je me fais. Déjà morte, je ne pourrais plus faire grand-chose. Mais ça a été... pour moi, à la fin du monde, puis le début de la nouvelle vie, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai comme fait, OK, là, le meter, il roule. Et je ne sais pas quand il va arrêter. Et depuis ce jour-là, on est encore à la même place, c'est encore un contre-la-montre maintenant. Ma vie est dans un contre-la-montre depuis ce temps-là. Et je suis passée à une vitesse, mais accélérée, parce que là, j'ai comme fait, j'ai plus le temps de niaiser. Tout ce qu'on sait, c'est la journée qu'on est né, puis tout ce qu'on sait, c'est qu'on va mourir. Personne ne sait c'est quand. Puis tant que je n'ai pas trouvé ma date d'expiration, ben, je peux partir n'importe quand. Et depuis que je vis avec ça, ben, ce n'est pas une crise à cinquantaine, c'est un mode de vie qui fait en sorte que je me dis, OK, comment je peux être la meilleure version de moi-même pour contribuer encore plus, pour avoir encore plus d'impact, qui fait que la journée que je ne serai plus sur la Terre, que je vais continuer à contribuer. Lolita, tu me parlais, autre personne clé qui a été une autre rencontre littéraire, c'est Louise A. Louise A a vraiment été ma mentor pour réussir justement à passer le cap de l'état de maladie puis revenir à la vie.
Et puis, Louise Hay a bâti un méga empire où est-ce que cette femme-là, même si elle est décédée, Hay House fonctionne encore puis va fonctionner pendant je ne sais pas combien de temps, tant qu'on va vouloir des livres. Fait qu'aux États-Unis, c'est la référence. Et puis, j'ai comme fait, oh my God, ben moi, je veux pouvoir faire ce legs-là aussi. Et tu veux laisser ta marque. Je vais laisser ma marque. Puis, je veux faire en sorte que si jamais la vie fait en sorte que mon règne est moins long, ben que mes enfants vont avoir quelque chose, puis que, tu sais, je ne partirai pas en fumée sans avoir rien laissé. C'était mon premier leg, c'était à mes enfants. Puis moi, j'ai une grand-mère qui est décédée, justement, quand ses enfants étaient bébés. Donc, ça parle à mon histoire aussi. Et ça a été aussi dans l'urgence d'écrire mes livres, de passer à l'action. Puis là, il y a une paix qui s'est installée que si ça serait fini aujourd'hui, ben mes enfants, ils ont 3 livres à lire, puis ils ont pas mal 1000 vidéos à écouter de leur mère. Ils ont de quoi cette année de m'écouter. Si on retourne dans toute la banque, ça fait 12 ans que j'ai des vidéos, donc ils ont tout un historique, ils ont plusieurs versions de plein de choses. Donc, tu ne veux pas être invisible, autrement dit, tu ne veux pas passer comme un coup de vent. Tu veux rester des... le but, c'est que je veux... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas... le but, c'est de contribuer. Le but, c'est... J'ai énormément souffert dans ma vie. Et s'il y a 1, 2, 3 personnes que j'ai pu faire une différence puis qui fait en sorte qu'ils ne tombent pas dans le trou puis ils passent à côté, ben je vais être contente. Puis, je m'étais dit à un moment donné, ben j'ai trouvé ma recette, ça marche. C'est un peu comme la recette de la caramel, que je ne m'assirai pas dans mon salon, je vais la partager, la recette. Est-ce qu'elle va faire à tout le monde? Ben ça, je ne sais pas, c'est la mienne, c'est ma recette, c'est ma vérité. Vous faites ce que vous voulez avec. Ceux avec qui ça fit, prenez 100% si vous voulez, appliquez-le dans votre vie, puis tant mieux si c'est la recette parfaite pour vous. Si vous prenez 50%, puis l'autre 50% ne vous intéresse pas, c'est OK. Et moi, c'est comme, je partage ce que j'ai, ça goûte bon, super. Puis sinon, ben vous allez trouver quelqu'un d'autre avec qui ça va être plus aligné. Donc, c'était juste, c'est ça, je ne pouvais pas comme laisser ça là en me disant, ben j'ai trouvé. Donc, je partage ce que j'ai et puis tant que je vais pouvoir aider les gens avec ça, puis de le faire au-delà de la mort, pour moi, ça a une signification encore plus grande. Puis les livres, je trouve que c'est ce que ça nous amène. Est-ce que tu pourrais, parce qu'il y a un sujet, le triangle de Karpman, oui, le triangle de Karpman, oui. Oui, et c'est un triangle avec sauveur, victime, persécuteur. Puis on rencontre beaucoup de personnes, des fois, où ils jouent à la victime, où ils sont les sauveurs, où ils sont persécuteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe de ce triangle-là? Parce que ça va parler à beaucoup de personnes qui sont en train de nous écouter actuellement. C'est assez simple, le triangle de Karpman, puis il y a beaucoup d'écrits là-dessus, là. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Et je vous dirais que c'est une pièce de théâtre dans laquelle, comme société, on se retrouve à jouer dans cette pièce-là. Et tout le monde, on est là un jour ou l'autre. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens vont être là-dedans toute leur vie de façon inconsciente parce qu'on ne le réalise pas. Moi, j'ai été pendant des années à ne pas le réaliser. Puis quand on vit avec une maladie, naturellement, on va être une victime de la maladie. Déjà, on vient d'embarquer juste avec l'étiquette de la maladie, mettre ta jaquette de patient, va à l'hôpital, tu es déjà une victime. Okay? Donc, il y a aussi des circonstances qui nous amènent à rentrer là-dedans. Et une victime, ben, en fait, ça va être la personne qui, justement, va vivre un événement qui va être circonstanciel ou pas, là, parce qu'on peut être victime de plein de choses dans la vie. À partir de là, ben, on va vouloir être sauvé. Donc, ça va prendre un sauveur. Donc, la victime va nécessairement attirer quelqu'un qui va vouloir la sauver. Mais l'affaire, c'est que on porte toujours les 3 chapeaux. Là. Quand on roule dans le triangle, on porte les 3. Fait que c'est pas parce que là, on est sur un chapeau de victime qu'on va rester là. Donc, le sauveur, ça donne bien. Lui, il cherche une victime dans le jeu. Alors là, il trouve une victime. Il fait « Oh, 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 j'arrive en vaillant chevalier. Je vais vous sauver, madame. » Mais lui, son intérêt, c'est pas de sauver la victime. Parce que s'il sauve la victime, ben, il peut plus se valoriser. À essayer d'aider la victime. Donc, lui, ce qu'il cherche, c'est se valoriser, c'est de vraiment
pouvoir être fier de lui, c'est de vraiment de se réaliser à travers ça, mais il va le faire à travers quelqu'un d'autre et non pas à travers ses propres forces à lui. Donc, il va se servir de la victime pour être capable d'y arriver et de montrer aux autres, voyez comment je suis bon, je suis fort, je suis capable, j'ai aidé la personne. Donc, il va tout faire pour la laisser là malgré lui. Okay? Pourtant, il va dire qu'il essaye. Et à un moment donné, il peut même être en colère après la victime de dire « Hey, j'arrête pas d'essayer de t'aider, puis tu verrais savoir, là, tu sais, je t'année. » Et là, il va se transformer en bourreau. Et là, à partir de là, ben là, la victime ne comprend plus comment ça que tu es rendu méchant avec moi. Et là, il va essayer de fouetter un peu la personne pour que la personne sorte de cette victimite-là. Ouais. Et là, si la victime se choque, après, son bourreau peut devenir elle-même un bourreau et rattaquer. Donc, et là le persécuteur, tout d'un coup, devient tout petit, il devient victime. Et là, la victime qui a été persécuteur va peut-être devenir sauveur quand elle va voir que l'autre est rendu victime. Mais là, non, je ne voulais pas te faire ça. Puis là, elle va vouloir reprendre ça. Et donc, ça tourne tout ça, là. Fait que tout le monde tourne en boucle là-dedans. Donc, on peut facilement être juste deux êtres humains et jouer, s'échanger vraiment les scénarios comme ça, où on peut être plusieurs personnes. Donc, ça peut sortir. Et cette scène-là va se répercuter partout dans la vie personnelle, au travail, avec les amitiés, dans le couple. Donc, il va y avoir un des 3 scénarios qu'on va occuper le plus souvent du temps, mais il reste que ça va faire partie du quotidien de rouler là-dedans, dépendamment du type de relation conflictuelle, de la nature de la relation. C'est une relation familiale proche qui fait que ça s'amplifie. Hein, ça va être beaucoup plus lourd comme triangle que si c'est une relation qu'on voit une fois par mois. Okay? Donc, et des fois, ça peut être tout simple. Là. On est au téléphone, puis on est tanné d'attendre, puis on se transforme en bourreau, puis on attaque la personne sur la ligne, puis OK, pourquoi ça s'est passé là? Ben, ça fait partie du triangle. La personne elle-même avait un rôle de victime probablement dans l'énergie, elle portait déjà cette énergie-là de victime, mais elle a tiré un bourreau de cette façon-là. Donc, c'est un scénario, c'est une pièce de théâtre dans laquelle on joue, dans laquelle on peut voir... à niveau de tu sais, puis je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais tu sais, tout ce qui est politique, tout ce qui est film de Walt Disney, il va toujours avoir un méchant dans un film, puis il va avoir le héros qui va venir sauver la victime. Mais on entretient le triangle à travers tout ça. Et le but, c'est de sortir du triangle pour être capable de créer sa vie et là, de dire, OK, là, je m'outille, je vais chercher de l'aide, et l'aide que je vais chercher, ça va être quelqu'un qui va me guider et non pas quelqu'un qui va vouloir me sauver. Et à partir de là, sky's the limit parce que là, tu sais, on rentre dans l'empowerment, qui est beau mot anglophone qu'on n'est pas capable de traduire personne. Mais comment, justement, qu'on peut se sortir de ce triangle? Parce que c'est un triangle malsain. C'est un triangle malsain. Parce que c'est vraiment, il faut s'en sortir parce qu'à un moment donné, l'univers malsain de ce triangle est comme invivable. Est invivable. Ça prend beaucoup de force de caractère, de volonté puis de courage parce qu'il y a des relations souvent avec lesquelles on va devoir mettre fin parce qu'on ne voit plus d'issue. On peut avoir essayé plusieurs façons. Personnellement, j'ai fait énormément moi, de travail sur moi. J'ai eu énormément de coachs, de thérapeutes. Ils ont tous eu plein de noms différents. Mais j'ai utilisé plein d'approches pour aller travailler à différents niveaux. Et puis, des fois, on n'a pas le choix de se choisir, c'est ça le but, et de finir par dire, ben regarde, il y a peut-être des relations qu'on ne sera jamais capable de rétablir parce que justement, là, ce triangle-là s'est installé, a fait trop mal, a laissé des blessures, et à un moment donné, il faut continuer d'avancer parce qu'on n'a pas 300 ans devant nous autres, hein, on a maximum 100 si on est chanceux. Donc, dans le délai qu'on a, à un moment donné, on doit faire des choix si on veut vivre notre vie. Et c'est ce qu'on a le plus beau qui nous a été offert, une vie. Donc, notre principale responsabilité, c'est d'honorer cette vie-là et d'aller avec des gens qui vont nous soutenir là-dedans, qui vont nous aider à s'élever et de ne pas rester dans des relations qui vont nous tirer vers le bas. Puis, tu dis aussi, quelques pages plus loin, que la première étape pour sortir de cette pièce de théâtre, c'est d'abord de prendre conscience qu'on joue un rôle, puis d'identifier le mécanisme de domination par défaut. Et tu dis qu'il faut même mettre fin à son mécanisme de domination.
Ouais. Oui. Là, on rentre dans du plus précis. Oui. Mais oui, identifier ce qui est là, être capable de se voir aller dans le jeu, puis être capable de se pardonner d'être allé là. Puis des fois, on sort du triangle parce que sortir du triangle, ça peut faire peur aussi. Des fois, on va sortir un petit peu. On va aller se tremper de la grosse sortie à l'extérieur. On va revenir dans le triangle parce que l'humain aime toujours plus le connu. Hein? Sortir de la zone de confort, c'est épeurant. Et il faut que l'inconfort devienne intolérable pour être capable. Il faut que la zone de confort devienne intolérable pour être capable de sortir de là. Donc, tant qu'on tolère les choses, on va rester dans cette zone-là. Donc, aller vers l'inconnu, ben, sortir du triangle, ça veut aussi dire ça. Et ça veut aussi dire de s'entourer de des personnes qui sont déjà sorties du triangle. Parce que ça, c'est motivant. Quand tu vois que les autres, là, ils sont rendus, ben là, c'est comme, OK, il y a un momentum qui va se créer, on va avoir envie d'y aller. Et quand on fait les choses, tu sais, se donner le temps de faire les choses tranquillement, puis de se pardonner, de dire, ah, OK, je suis retournée dans le triangle malgré moi. Moi, ça m'arrive encore, là. Il arrive des situations là, où est-ce que je fais, oh my God, je peux pas croire que je suis retournée là. OK, bon. Ben, je me dis, let's go, merci. Je m'en suis sortie. J'aurais pu rester là des années. Ça a duré juste quelques heures. Parfait. Je me pardonne d'être allée. Puis, let's go, on reprend où on était rendu. Donc, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Ouais. Il n'y a pas rien. C'est pas une pilule magique qu'on prend. Puis, le triangle est effacé. On a à faire des pas. On a à avancer. On a à augmenter notre confiance. On a à voir que, écoute, on ne se fera pas croquer si on y va. Il n'y a pas de zone de danger. On a trouvé les bonnes personnes pour être accompagnés, libérer des trucs dans le passé qui font en sorte qu'on est encore pris là. C'est beaucoup, beaucoup de travail sur soi, puis ça se fait vraiment en étant accompagné, idéalement, parce que c'est là qu'on va aller vraiment plus rapidement. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, interagir avec la domination des autres? Ça veut dire comment qu'on peut, quand on voit que les autres, ils sont dominants, qu'il y a un mécanisme d'une emprise, ouais. est-ce qu'on peut interagir? Comment qu'on peut interagir avec eux face à cette emprise? Bonne question. Et là, on commence à... Là, on est à la limite de ce que je vais te répondre là-dessus, parce qu'on est loin du coaching d'affaires, là. Oui. Oui, mais parfois, en affaires, il y a des gens qui replongent puis dans le même set, dans la même chose, puis ils se pètent la gueule plusieurs fois avant de comprendre. Ah oui, mais là, ça, c'est une autre histoire. Ouais. C'est une autre histoire. Mais si on fait affaire avec un bourreau, en fait, bien souvent, on va être mieux de mettre fin à cette relation-là. Perdre de l'énergie à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas, c'est longtemps. Et puis, tout ce qu'on risque de faire, c'est d'envoyer des perches sur lesquelles il va rebondir, d'envoyer des munitions qui vont nous voler en pleine face, parce que dans ce type de relation-là, il y a beaucoup de distorsions. Donc, tout est perçu autrement. Et puis, tout ce qu'on dit est retenu contre nous éventuellement. Donc, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on a l'impression qu'on a fait tout ce qui était dans notre pouvoir pour ramener cette relation-là, et que si on est capable de dire qu'on est capable de quitter cette relation-là sans avoir de regrets plus tard, ben c'est le temps de la quitter. C'est le temps de passer à d'autres choses. C'est comme avancer dans une embarcation, puis ces relations-là, c'est comme un ancre qui t'empêche d'avancer. Fait que l'idéal, c'est de le faire, puis là, tu poursuis, parce que sinon, tu es paralysé. Oui, mais il y a des émotions là-dedans. Fait que ça dépend toujours du niveau de la relation, de si c'est une personne proche ou si c'est une personne plus loin. Mais plus que de l'émotion en jeu, plus que la relation est là depuis de longue date, ben plus il y a des attaches à cette relation-là. Donc, c'est pas nécessairement évident de couper ça du jour au lendemain, là. C'est pour ça que tout est un processus, tout doit se faire dans un certain temps. Et puis, l'importance d'être bien accompagné, et là, on est beaucoup plus en thérapie ici, va faire toute la différence, là. Puis, tu parles aussi beaucoup plus loin. C'est la page 155, si jamais tu veux aller voir. Merci, tu as compris mon mode de fonctionnement. Oui, ça fait plaisir, mon ami. C'est les 11 lois de la gestion. Mon Dieu, tu me mets, on change de sujet. Oui, on change de sujet, mais regarde, tout est dans le livre, les questions que je te pose. Donc, exactement. C'est les fameuses 11 lois de la gestion du temps. Oui. Puis, il y en a, on rencontre toujours dans notre vie des personnes qui ont des problèmes avec la gestion du temps. Et je trouve que tu as mis
le tableau, il est très parlant. Ça veut dire que tu as la loi de Parkinson qui est fixez-vous des délais. La loi de Carlson, c'est limiter les interruptions. La loi de Pareto, miser sur le 20% qui vous rapporte le plus. La loi de Fraisse, déléguer au lieu de reporter. La loi de Murphy, prévoyez les imprévus avec un plan B. Puis tu défiles vraiment les 11. C'est lequel le tien que tu préfères et celui que tu as le plus travaillé? Bonne question, bonne question. J'essaye d'avoir de temps en temps des bonnes questions. Celui que j'ai le plus travaillé, j'en ai beaucoup. Moi, il rentrerait un peu. Limiter les interruptions. Moi, ça, c'est celui que j'ai vraiment, je pense, travaillé le plus. Parce que j'étais toujours interrompue avant sur tout. Je commençais une action, je ne finissais pas parce que je me laissais distraire. Ah, je vais aller voir mes courriels, je vais aller voir ci, je vais aller voir ça. Finalement, je faisais du multitâche, mais il n'y avait rien qui avançait. Ouais. Et quand j'ai compris de travailler vraiment en bloc de temps et puis de limiter les distractions, ça m'a permis d'avancer beaucoup. Et c'est allé assez loin que, tu sais, j'ai déjà dit à mes enfants, le moment est en train de faire quelque chose, tu me laisses finir, je te reviens après. Parce que, je travaille à la maison, mais qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de cadrer parce que sinon, on est toujours dérangé. Donc, ils ont appris à respecter cette règle-là pour que je puisse justement finir la tâche. Puis, ils se sont rendus qu'ils l'appliquent eux autres aussi parce que quand ils sont en train de faire un des devoirs, là, ils ne veulent pas que j'arrive pendant qu'ils font le devoir. Ils me ressortent ma réplique. Puis là, je dis, OK, c'est correct, finis ton devoir. Parce que chaque interruption nous amène à vraiment augmenter le temps. Une interruption fait en sorte qu'on décroche. Après ça, il faut raccrocher. Puis le temps qu'on raccroche, qu'on revient à la tâche, tout ça, ça vient gruger du temps. Donc, travailler en bloc et limiter les interruptions dans tout ça, ça fait toute la différence pour être capable d'augmenter sa productivité. Fait que celle-là, ça serait une de mes réponses. Celle-là, j'ai plus travaillé. Puis l'autre, c'était quoi? La celle que tu préfères, ta préférée? La préférée, maintenez-vous dans l'action. Ouais, je ne sais pas pourquoi, je m'en doutais. Je n'ai pas réfléchi à ça. Là. Fait que, mettez-vous dans l'action parce que c'est dans l'action que les choses se passent. La vraie vie est dans l'action. Et puis, on tend toujours vers la loi de l'énergie minimum, vers vraiment métro, boulot, dodo, mais il ne se passe rien. Là. La vraie vie, c'est pas là qu'elle joue. Donc, et quand on est dans l'action, c'est là qu'il y a des opportunités qui se présentent. C'est là que, moi je dis, on colle des shots à l'univers nous répond. Donc, et c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on co-crée avec l'univers de cette façon-là. Donc, lequel de tes principes tu appliqueras à une personne qui se plaint tout le temps qu'il n'arrive à rien, qui ne réussit pas? Là, on est en train de dire de sortir du cercle du triangle de Karpman. Non, mais je parlais dans tes 11 règles. Là. Oui, je sais. Dans les 11 règles, qui ne se passe rien. C'est parce qu'on n'est pas là au départ. J'aurais pas un doigt qui l'accrocherait juste avec ce que tu me partages comme information. On a besoin d'aller travailler ailleurs. On a besoin d'aller ramener de la vision. Parce que qu'est-ce qu'elle veut qu'il se passe? Elle attend quoi? Puis quand on attend, l'univers attend. Okay? Moi, même je fonctionne. Si tu attends, c'est ça que tu vis de l'attente. Donc, en haut, je me dis, OK, c'est mis suppose, on se met suppose. Mais qu'elle se met dans l'action, on va se mettre dans l'action. Donc, il se passe tellement vrai, ça, là. C'est tellement ça, là. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer aucun principe de gestion de temps par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées en coaching qui t'ont marqué ou que tu as vu, pas d'un autre œil, mais qui se sont ouverts à toi, puis que tu as dit, finalement, ce n'est pas la première impression que j'avais, mais qui se sont découverts autrement, parce que il y a souvent des rencontres comme ça qui sont marquantes dans une vie en coaching. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Oui, mais chacun a son histoire. Moi, je suis beaucoup dans la découverte des gens, donc je sais pas, pour que j'aille ce feeling-là, il faudrait que j'aille vraiment un avant-après très fort, mais je travaille avec eux sur une assez longue période de temps. Donc, tout se fait tranquillement.
la découverte, c'est un peu, on creuse un petit peu plus. Puis ça, c'était encore beaucoup plus en coaching de vie qu'un coaching d'affaires, je dirais, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans la même introspection en coaching d'affaires. On va aller adresser ce qu'on a besoin d'adresser qui a rapport avec la vie personnelle, mais je ne peux pas mettre le doigt nécessairement sur une personne en particulier parce que je trouve que toutes les histoires sont uniques, toutes les personnes sont uniques, puis il y a tellement du beau dans chacun que pour moi, c'est comme si tu me demanderais de choisir entre mes enfants. Je te dirais qu'ils ont toutes leur unicité qui fait que je suis OK. Tu sais, je ne peux pas choisir là-dessus. Là. As-tu revu des gens que tu as coachés, mettons, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans après? Oui. Puis en les voyant, tu as vu la transformation, la métamorphose drastique tellement que ça a porté fruit, là? Ça a dû t'arriver. Ben oui, sauf que il se passe des années et on sait que moi j'ai apporté un morceau de casse-tête dans la vie de cette personne-là. Après ça, quelqu'un d'autre est passé, quelqu'un d'autre et tout le monde amène son morceau. Donc, la personne va faire son casse-tête avec tout ça. Donc, quand je la vois une couple d'années plus tard, je suis toujours contente de revoir le monde, mais j'ai jamais un crédit de je suis contente de ce rendu là, je suis contente d'avoir contribué à, mais ce n'est pas, je ne prends jamais le crédit sur où est-ce que la personne est rendue. Elle a fait son chemin, c'est elle qui l'a marché, c'est elle qui a mangé les croûtes qu'il fallait qu'elle mange. Moi, j'étais là, je la guidais, mais c'est pas moi qui ai fait le travail. Donc, c'est une fierté partagée, oui, c'est dans ce sens-là que je te posais la question. Ouais, oui. Il y en a une d'entre autres que je pense qui a embarqué dans le programme que j'avais suivi pour maigrir et puis qui a fondu, mais de façon exceptionnelle. Assez que j'avais des t-shirts à une certaine époque dans l'entreprise et puis je donnais des t-shirts aux clientes, c'était surtout clientes. Et puis, quand j'avais donné son t-shirt, elle m'avait dit, tu sais, parce qu'elle avait vraiment était assez ronde, elle m'avait dit, tu sais, il ne fait pas ton t-shirt, mais elle dit, j'ai trouvé une place. Puis là, elle monte son dossier de chaise et puis elle avait rentré le t-shirt dans le dossier de chaise. Donc, elle dit, je le porte de cette façon-là. Et puis, on s'est revus, c'est-tu, un an ou deux, on est allés manger ensemble et je lui ai apporté le t-shirt small. Et là, c'était comme... ça a été exceptionnel de voir. Parce que quand on voit les transformations avec nos yeux physiques aussi, ça fait toujours un plus gros wow parce que visuellement parlant, on voit quelque chose. Donc, on n'a pas nécessairement le même visuel dans une entreprise, à moins qu'on dise qu'on met des chiffres d'affaires puis OK, on était là, on est rendu là. Mais ça, il y a tout un processus qui peut demander des fois plus de temps. Et la perte de poids s'est faite dans ce cas-là assez rapidement. Donc, ça a été un élément wow. Et cette femme-là a une vie changée du tout au tout. Là. Ça a été extraordinaire de vivre ce moment-là. Qu'est-ce qu'on retrouve, ma chère Isabelle, sur ton site Internet qui est isabellelefebvre.com, que je vous invite à aller voir parce qu'il est très intéressant. Est-ce qu'on peut avoir tes séances de coaching, oui. De conférences? Oui, les livres sont là. Les 3 livres sont là. Et puis, après ça, on rentre soit dans des programmes en ligne, programmes de coaching, programmes, s'il y en a qui veulent aller travailler leur relation avec l'argent, il y a un programme en ligne qui peut être là. Il y a du coaching aussi. Des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais je ne suis pas entrepreneur, tu me prends-tu pareil? » Ça va me faire plaisir. Il y en a qui, à l'occasion, qui veulent. La crise de cinquantaine en amène quelques-uns, d'ailleurs. Donc, ça va me faire plaisir alors que les programmes de coaching sont là. Donc, même chose pour ce qui est des formations, des conférences. Tout est là. J'ai survolé ton plan, moi, Isabelle. Excuse Jean-Luc, j'ai survolé son site. Puis, tu as beaucoup de retours de lecture sur tes livres qui peuvent être des beaux outils de travail. Mais il y a une dame qui ça m'a frappé, qui disait que ton livre sur l'argent devrait être obligatoire dans les écoles parce que ça serait un outil d'apprentissage qui servirait aux jeunes tout le long de leur vie. Quand tu reçois des retours comme ça, pour toi, ça doit être une belle victoire, ça doit être flatteur. C'est la plus belle paye qu'on peut avoir en tant qu'auteur, c'est vraiment les retours que les jeunes font. Je trouve qu'on n'en a jamais assez.
Mais quand les gens prennent la peine d'envoyer une photo avec un commentaire, nous taguer sur les réseaux sociaux, en surprise en plus, c'est comme « Oh my God! » Tu sais jamais quand est-ce que ça arrive, puis à toutes les fois, c'est comme... c'est la célébration, là, parce que c'est quand même quelque chose d'écrire, on sait tout. Puis à toutes les fois, moi, mes livres, le premier, vu qu'il y avait des articles de blog, il avait été quand même... Je savais dans quoi je m'embarquais. J'avais déjà eu des feedbacks avant. Ma mère avait lu aussi mon premier livre avant qu'il soit publié, mais le deuxième, le troisième se sont faits extrêmement rapidement et personne ne les a lus. Donc, ça a été au niveau de la révision du livre que j'ai eu des premières personnes autres que moi qui se sont mis le nez dedans. Et donc, quand ça sort, puis tu dis, je ne sais pas comment que le monde va prendre ça, mais c'est ce que j'ai à dire. Quand les feedbacks commencent à rentrer, c'est comme, oh, wow, OK, merci. Là, ça fait du bien. Puis là, tu fais, OK, ben, on n'a pas écrit ça pour rien. Je ne me suis pas donné corps et âme pendant 3 mois parce que moi, j'écris un livre en 3 mois intensif. Donc, fait quasiment juste ça. Je refuse toutes les autres demandes, puis tout ce que j'ai comme réponse, c'est j'écris mon livre, on verra ça après. J'écris mon livre, on verra ça après. Et je reporte parce que je suis concentrée juste là-dessus. Et puis, quand j'ai fini, ben là, j'ouvre tous les autres dossiers, puis on reprend. Mais quand les commentaires rentrent, ben, c'est comme recevoir des fleurs à toutes les fois. Mais c'est un méga comme compliment, celui-là, de dire de le rendre obligatoire dans les écoles. Ça serait fun qu'il se rende jusque-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute en soir. On va mettre Mathieu sur le dossier. Oui, bien, secondaire 5, ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'ils ont les finances à ce moment-là. 4-5, oui. Tes lecteurs, c'est-tu plus hommes-femmes? C'est-tu plus des femmes ou il y a des hommes aussi qui viennent? Il y a des hommes. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Le premier livre a rejoint beaucoup plus des femmes, a été écrit aussi. Oui, parce que c'était vraiment... il était vraiment, oui, et c'était le ton à ce moment-là. J'étais beaucoup plus dans du coaching avec des femmes. Maintenant, j'ai beaucoup d'hommes aussi que je coach. Donc, le livre sur l'argent a attiré beaucoup, beaucoup d'hommes. Souvent, ils commencent par ce livre-là et puis finissent par lire les 2 autres. Et puis, les femmes, ben, ils en prennent un puis ils finissent par lire les 2 autres. Fait que c'est pas... Mais le livre sur l'argent, c'est lui qui attire le plus les hommes. Puis, c'est parfait, c'est une porte d'entrée. Puis, les livres sont conçus pour être lus dans l'ordre et le désordre. Il n'y en a pas. Il y a l'ordre qui sera. Donc, ça ne se suit pas complètement. Et puis, mais je fais toujours des parallèles d'un à l'autre, fait que tout le monde en a assez pour suivre et être capable de se retrouver. Et puis... L'ordre selon le bagage que la personne a besoin. Oui, exactement. Donc, ça fait toujours du sens au moment où ça arrive. Et puis, j'avais vraiment... il y a eu un choix que j'ai eu à faire au premier livre, à savoir est-ce que j'écris pour tout le monde ou est-ce que j'écris juste pour le milieu des affaires. Et j'ai décidé d'écrire pour tout le monde parce que pour moi, ce qui était le plus important, c'était de rendre mes visions, mes enseignements le plus accessible possible et de dire, ben, je vais avoir touché toute la planète avec mes livres et après ça, ben, en coaching, ben, j'irai plus spécifiquement dans le monde des affaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut toucher plus de gens puis aller encore plus rapidement. Puis c'est comme je ne sais pas combien de temps je vais être là, ben, je choisis les portes les plus rapides pour me rendre. Mais, juste pour te dire, je suis un homme, puis j'ai lu 100%. Oui, ben, oui. Tu as vu, il y a des post-it. Donc, mais il y a des choses, oui, tu t'adresses aux femmes, mais je trouve que les hommes devraient le lire parce qu'il y a des outils, tu abordes des sujets qui peuvent rejoindre les hommes aussi. Ben oui. Puis mais ça, si je leur propose le premier, d'habitude, là, s'il commence par lui, il risque de venir après ça au premier. Mais l'inverse n'est pas vrai. Mais c'est correct. Pour moi, c'est comme quand tu es prêt, le livre va arriver dans tes mains. C'est ce qu'on appelle être optimiste. C'est comme ça, c'est l'intention, c'est l'intention dans laquelle tout a été écrit. Donc, ouais. Tu as aussi un programme 90 jours, je pense? Oui, programme 80. En fait, c'est le plan 90 jours. Ah. Donc, le plan 90 jours qui va justement avec le livre. Donc, ceux qui veulent mettre la pyramide stratégique en action, peu importe l'objectif, on peut autant aller dans un objectif d'affaires qu'un objectif de couple, qu'un objectif de perte de poids, peu importe l'objectif.
L'idée, c'est vraiment que je vous accompagne pendant 90 jours pour vraiment monter la pyramide stratégique puis vous rendre jusqu'où vous pouvez selon l'objectif. Il y a des objectifs, ça peut être réaliste en 3 mois. Il y en a d'autres non, on ne sait pas. Mais je peux vous accompagner là-dedans. Et ce programme-là, ben, c'est ça. C'est lui qui est le plus ouvert à n'importe quel type d'objectif qu'on peut voir. Puis avec toi, Isabelle, on va faire une nouvelle tradition. Tu es la marraine de la nouvelle tradition. Ah, ça fait plaisir! De la nouvelle tradition, c'est que Lolita écrit souvent les petits mots de Loli, puis elle t'en a préparé un juste pour toi. Oh! Alors, je vais y aller. Vas-y, j'ai hâte d'entendre. Le pessimiste est celui qui croit... Excuse-moi, je veux juste me relire pour être certain. Le pessimiste est celui qui croit qu'il trébuche sans arrêt. L'optimiste est celui qui retire les embûches pour celui qui suit de près. Oh. Je l'avais publié aujourd'hui, mais c'était pour toi que je l'avais composé. Oh, OK. Ben écoute, je vais aller voir ça parce que je vais avoir besoin de le relire et de le voir pour bien J'en compose pas mal régulièrement, là. Mais à chaque fois qu'il va y avoir un live, je vais en composer un nouveau, puis ça va être pour l'artiste le soir. Ah, ben merci. C'est touchant. Puis, ma chère Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Donc, si jamais tu veux remercier des gens, c'est ton mot de la fin, c'est à toi. Puis, on a Isabelle Bouchard qui nous écoutait. Ben oui. Puis, elle disait, elle nous remerciait puis pour les questions pertinentes. Et elle m'a dit aussi que ça lui a permis de connaître une nouvelle auteure intéressante, dont Isabelle Lefebvre. Donc, d'une Isabelle à l'autre, merci. Ben, écoutez, moi, merci pour cette belle opportunité-là. Je suis vraiment contente. Moi, je fais ce que j'aime le plus faire au monde. Donc, c'était une super belle opportunité pour pouvoir rejoindre les gens partout sur la planète. Donc, merci à vous deux pour cette belle heure. Merci à Béliveau Auditeur pour croire en moi depuis toutes ces années-là, me permettre de pouvoir porter mon message partout sur la planète grâce au livre et au-delà de tout, au-delà de la vie. Donc, si je peux finir avec un message, ben c'est, on ne sait pas comment de temps qu'on est là, donc c'est le temps de passer à l'action, puis c'est le temps de devenir justement la meilleure version pour pouvoir servir dans nos plus hautes vibrations, tiens, pour finir sur une note à la Lolita. Est-ce qu'il y en a un autre en cours présentement? Oui. Non, il y a d'autres beaux gros projets en cours. Donc là, je suis en pause d'écriture. J'ai quelques livres qui sont... J'ai un line-up, là. J'ai un line-up de livres. Et c'est toujours comme ça que je fonctionne. Je ne sais jamais lequel va s'en venir. Mais il y en a plusieurs. Il y en a qui voudraient que j'écrive pour les enfants parce que tous mes enseignements, je les amène à un niveau plus... Ça va être un projet, mais je suis grand-mère, je pense, parce que je ne me rendrai pas avant. Mais c'est là. Donc, il y a plusieurs idées qui sont là. Fait que c'est des livres sont en construction parce que je suis en train de les vivre. Après ça, ben, je pourrais les partager, mais c'est ça, il y a une petite pause. Là. J'ai quand même écrit très rapproché les 2 derniers. Donc, j'ai besoin de vivre d'autres choses pour être capable de poursuivre. Alors, c'est déjà un processus. Elle a besoin de 3 mois pour écrire, donc... Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je peux vivre des expériences pendant 1 an ou 2. Après ça, je bloque 3 mois dans l'agenda, puis c'est parti. Mais ça a été vraiment un plaisir de passer cette heure avec toi, puis de mieux te connaître, ma chère Isabelle. J'avais entendu par Béliveau Éditeur, justement, des très bonnes choses à ton sujet et de belles choses. Donc, j'avais vraiment hâte de partager ce Béliveau rencontre avec toi, puis... qui est des questions, puis justement, d'avoir cette heure en ta compagnie, c'est vraiment un plaisir. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Moi, j'ai appris beaucoup et j'ai fait une belle découverte aussi. Bon, ben, super. Isabelle, juste par curiosité, t'es de quelle région, toi? Moi, je suis internationale. Je viens de l'Abitibi. Je viens de l'Abitibi et j'ai déménagé dans les dernières années. Non, mais c'est parce que je te dis, je suis internationale parce que j'ai maintenant un pied à terre autant sur la Rive-Sud qu'un autre dans les Laurentides. Alors, je me promène. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça fait une couple d'années que je suis internationale dans ma tête. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir pris le temps
après justement ton webinaire, de passer ce temps avec nous. Puis, je vous rappelle que tous les jeudis, vous pouvez nous écouter sur Radio Unicité à partir de 9h. D'ailleurs, il y a Sly Chappell qui nous dit bonsoir à vous trois. Il y a demain sur Radio Unicité. Donc, cette entrevue va être diffusée en intégralité sur Radio Unicité. Puis, nous, on se donne rendez-vous avec Lolita Leblanc comme co-animatrice. Puis, un beau nouveau duo pour Béliveau Rencontre. Ça va être le 4 octobre avec Annick Laprate. Et moi, personnellement, je vous donne rendez-vous au Salon du livre de Saguenay qui va avoir lieu entre le 28 septembre et le 1er octobre. Donc, je serai avec vous pour signer mon livre le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, amenez-vous, il y a 6 palettes de livres à signer. Donc, une note en perspective. Donc, j'ai hâte de vous voir au salon, puis je serai là aussi à Rimouski, puis à Sherbrooke. Je vais aller vous saluer avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce Béliveau, puis on se dit le 4 octobre avec Annick Laprate. Merci tout le monde. À bientôt. Bye. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.